La grande interview avec un regard sur le futur en compagnie de l'expert scientifique, le docteur Nizar Toulemat. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du projet européen Starlight pour le CEA, commissariat aux énergies alternatives et atomiques, les deux. Alors on va parler d'intelligence artificielle au service de la sécurité publique et privée. D'abord, tout ce qui va bouleverser en fait notre vie dans le futur et avec ce projet qui est européen. Exactement. Donc, tout d'abord, merci de m'inviter, de nous permettre, le consortium Starlight et moi, de venir présenter cette initiative européenne coordonnée par le CEA. Donc, c'est en effet un projet européen qui répond à un appel d'offres, un appel à projet de la Commission européenne, qui, par ce projet, finance en fait le projet d'IA pour la sécurité en Europe le plus ambitieux qu'elle ait jamais financé ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs partenaires autour de la table. Exactement. Là, c'est 51 partenaires qui représentent 18 États membres différents, 17 États membres plus la Grande-Bretagne, qui est un membre associé, et avec un groupe, un consortium qui est composé d'industriels, de chercheurs académiques et également très important de forces de l'ordre européennes. Donc actuellement, il y a 15 différents ministères de l'Intérieur qui sont ou forces de police représentées dans le consortium. Donc ça veut dire que c'est toute l'Europe qui s'y met pour essayer de trouver les solutions sécurité de demain. Exactement, c'est les solutions et anticiper les menaces futures que nous pourrions rencontrer prochainement et s'y préparer. Mais alors, c'est-à-dire qu'on va lister ces menaces futures, c'est très théorique en fait pour l'instant, on liste chaque domaine pouvant être un jour attaqué. Exactement. Après, l'avantage aussi, c'est d'avoir des opérationnels donc de la sécurité qui, eux, ont l'expérience et nous permettent en fait de ne jamais être hors sujet. Ouais, c'est ça. Alors pas facile de mettre autour d'une table 51 partenaires, plus beaucoup de pays différents avec des langues différentes, mais tous ont le même objectif. Exactement. Et ça représente à peu près 350 personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet. La stratégie qu'on a adoptée aussi, ça ne marche pas toujours pour tous les pays, mais c'est d'avoir des clusters nationaux où des partenaires s'entendent déjà très bien. Par exemple, on pense qu'en France, on a créé une sorte de Dream Team avec le ministère de l'Intérieur dans son ensemble impliqué, le CEA et le CNRS comme opérateurs de la recherche publique, et également un industriel comme Thales et une PME comme 22. Et il n'y a pas de concurrence quand même entre toutes ces entreprises qui défendent leurs propres intérêts? Ça c'est quelque chose qui est extraordinaire dans ces projets européens, c'est qu'il y a plutôt un esprit de collaboration. Et chacun a une pièce du puzzle, chacun a une expertise qui va venir s'ajouter à cette sorte d'énorme, c'est une PME ou une entreprise, un écosystème pour réussir à aller vers cet objectif commun. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tête pensante européenne, mais qui va vraiment accoucher de projets sûrs et réels? Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement théorique? Absolument pas. En Europe, il y a une nomenclature pour les projets. Il y a des choses qui sont plutôt de la coordination et anticiper des besoins futurs. Il y a des choses des projets qui sont plutôt de l'ordre de dérisquer un domaine. Donc on finance un domaine où un industriel n'oserait pas forcément aller. Et nous, on est ici sur plutôt quelque chose de très applicatif. Donc on ne va pas forcément réinventer des outils, mais on est on va dire tous les développeurs, qui sont industriels ou académiques dans ce projet, ont aussi une base technologique qu'ils vont utiliser, adapter, améliorer pour répondre rapidement à un besoin. D'accord. Je vous coupe parce que si on veut résumer, on met les meilleures compétences autour d'une table pour faire naître le meilleur projet demain. En fait. Il faut réfléchir à l'échelle. Je veux dire, si on veut à un moment être compétitif par rapport à des pays comme les USA ou la Chine, il faut s'y mettre tous ensemble en Europe. Et là, vous avez vraiment les meilleurs experts autrichiens, lituaniens, français, qui vont se pencher sur une question. Et aussi avec des spécificités, c'est-à-dire que les forces de l'ordre françaises ou chypriotes n'ont pas forcément les mêmes priorités, mais vont dialoguer ensemble parce que quelque chose qui est développé en réponse à un besoin en Europe de l'Ouest pourrait à un moment trouver écho en Europe plutôt de l'Est. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question un peu provocante. Est-ce que quand on est en Europe, tellement nombreux autour d'une table, on arrive à quelque chose? On le voit bien avec l'avion de combat européen, c'est tellement long à se mettre en place, parfois ça craque. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on arrivera Alors à on est faire très sortir... pragmatique.
D'une part, par la méthodologie qu'on adopte, qui est une méthodologie de co-développement sur des cycles courts. Ce qu'on veut éviter, c'est de partir avec un cahier des charges initial, laisser les chercheurs travailler entre eux pendant 2, 3 ans, 4 ans, puis revenir après en disant « Ah, on a une super solution, testez-la ». Mais le projet est quasiment fini, et est-ce que c'est vraiment adapté? Donc l'idée là, sur des cycles courts de l'ordre de 6 mois, de mettre une équipe de chercheurs avec une équipe ou de développeurs, d'experts, donc police, gendarmerie, en fonction des pays, ils ont pour travailler sur une fonctionnalité particulière, la tester et se voir très régulièrement. L'autre aussi idée, c'est de favoriser les clusters nationaux. Parce qu'on travaille quand même mieux quand on parle la même langue. Ou des clusters régionaux. Parfois, on peut avoir un Espagnol qui va travailler avec un Néerlandais sur une fonctionnalité parce qu'ils s'entendent bien. Chacun aura... C'est un peu comme Airbus, en fin de compte. Exactement. C'est un peu comme Airbus où chacun a apporté sa part. Pourquoi le CEA? Parce que quand on dit CEA, c'est l'atome, même si ça a évolué vers les énergies renouvelables, mais tout de même... C'est l'atome, mais pas que. Pas que. Et pourquoi il s'est engagé, le CEA? Alors, le CEA, historiquement, a été créé par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale pour doter la France d'un opérateur de sa stratégie, un opérateur souverain de sa stratégie nucléaire, civile et militaire. Mais depuis, le CEA, c'est énormément de domaines, beaucoup de domaines de compétences différents et transverses, qui vont des sciences du vivant, aux sciences de la matière, aux technologies numériques. Et le CEA a aussi historiquement une mission qui est d'être un soutien à la décision, on va dire, politique, aussi aux acteurs nationaux, qui soient étatiques ou qui soient industriels. Et il a plusieurs missions de sécurité globale et de soutien à la sécurité globale et à la défense. Par exemple, est très fortement impliqué dans la stratégie nationale cybersécurité et de lutte contre la menace NRBCE. Et aussi la diffusion nucléaire, donc nucléaire, radio, biologique, chimique, et explosif. C'est tous les risques. Alors justement, on va rentrer maintenant dans des exemples concrets. On est en 2023. À quel moment peut-on espérer donc commencer à voir ces technologies du futur concernant la sécurité? Combien de temps? Alors, dans quelques semaines, les premiers résultats de nos co-développements vont être testés par les forces de l'ordre qui y ont participé et aussi ceux qui n'y ont pas participé. Donc, évidemment, pour le moment, ça reste relativement confidentiel et on a la chance d'avoir Europol comme partenaire qui pourra aussi héberger ces solutions et les... fournir aussi aux États membres de l'UE qui ne sont pas aussi directement partenaires du projet. L'idée, c'est que tous ces développements sont faits sur de l'argent public, donc doivent revenir aux États membres gratuitement et de manière libre et pouvoir être testés. C'est-à-dire que chaque pays apporte sa part financière? Chaque pays apporte sa part financière au budget de l'Union européenne. Ah oui, c'est dans le budget de l'Europe. Exactement, qui finance ensuite des projets, qui sélectionne et finance des projets, et de cette manière, cet argent, en fait, ces développements reviennent aux États membres. D'accord. Alors, par exemple, la police travaille avec vous, elle a besoin de quoi demain? Donc la police et la gendarmerie. Je peux citer... Je vais rester assez haut niveau, parce qu'on ne peut pas forcément aller dans le détail, on ne va pas... divulguer quels sont les besoins exacts des forces de l'ordre, police ou gendarmerie d'ailleurs. Il y a des outils pour des besoins, en restant assez haut niveau, pour tout ce qui va être lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Il y a tout ce qui va être pour la lutte contre la pédopornographie en ligne, pour la sécurisation de lieux accueillants du public. Il y a aussi toute la question de ce qu'on peut appeler de l'infobésité, c'est-à-dire que ces forces recueillent énormément d'informations, que ce soit par des procès-verbaux, par des observations. Comment traiter ces quantités très grandes d'informations et en extraire des éléments qui puissent être réutilisés après. C'est-à-dire que les caméras intelligentes puissent décrypter et apporter leurs commentaires. Par exemple. Et avec uniquement de la robotisation et de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y aura Donc le focus ici, c'est vraiment l'IA. C'est ça. Là, on est dans du décryptage de l'info. Et la Commission attend de nous aussi qu'on fasse avancer des briques technologiques. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect opérationnel, mais aussi quelle contribution scientifique et technologique vous avez fait à ce domaine. Un autre point très important, plutôt axé cybersécurité, c'est comment aussi on inclut de l'IA dans des outils de cybersécurité et comment nous-mêmes, on est capable de protéger nos outils IA. C'est-à-dire qu'ils ne
qu'il n'ait pas de faille, qu'il ne soit pas vulnérable, qui puisse être attaqué. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, l'intelligence artificielle, elle va servir aussi à la reconnaissance faciale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous commencez à travailler sur cette piste qui n'est pas encore autorisée en France. Alors, la reconnaissance faciale n'est pas autorisée pour tout ce qui va être de l'analyse en temps réel. Elle peut être autorisée sur réquisition d'un juge dans des cas de terrorisme. Alors, la reconnaissance faciale, pour nous, c'est une niche très particulière qui ne correspond pas à tout ce qu'on peut faire avec l'analyse vidéo. Un exemple, on peut faire de la reconnaissance automatique de contexte humain à partir d'analyse vidéo. C'est-à-dire une caméra peut automatiquement reconnaître, lancer une alerte parce que je vois, à un moment, je reconnais une scène qui correspond à une agression. C'est ça, oui. On n'est pas sur de la reconnaissance faciale, mais on est sur de la reconnaissance de contexte. Vous imaginez ou de comportement. Ou de comportement. On a pu travailler sur identifier des comportements, discriminer une agression, de vandalisme. Par exemple, à un moment, quelqu'un s'assied sur un banc avec un bagage, il repart, le bagage est toujours là. Et on ça, lance une alerte. Et ça, la caméra peut l'identifier. Donc on parle de reconnaissance faciale, mais ce n'est qu'une petite partie de tout ce qu'on peut faire avec de l'analyse vidéo. Mais aujourd'hui, en termes de besoins en sécurité publique ou privée, quelle serait l'urgence absolue? On manque de quoi, pour être vraiment très précis? Alors, il y a un point qui est aussi très important. Nous sommes au service des forces de l'ordre et des opérationnels, des experts. Donc l'humain est très important. Donc on est là pour soutenir l'humain. Donc donner à un humain qui est un officier de police ou de gendarmerie, qui est un expert dans son domaine, les moyens d'aller plus vite, d'analyser plus de données, d'interpréter plus de données. Vous imaginez le nombre de caméras, par exemple, qui peuvent être installées pour sécuriser un espace. Il n'y a pas une personne par caméra qui surveille la caméra. Donc lui donner les moyens... C'est une aide à la décision. Exactement. Exactement. Et donc cela veut dire que ces caméras que l'on installe maintenant un peu partout en ville, sans qu'on le sache, elles détectent des comportements anormaux déjà. Elles sont capables de le faire en partie. Exactement. Aujourd'hui déjà. Des comportements anormaux ou des événements anormaux. Ce n'est pas forcément un humain qui est derrière. Ça peut être une voiture, ça peut être aussi un départ de feu. Donc c'est des événements qu'on peut détecter. Mais ça passe uniquement par des caméras, une observation? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres outils là comme encore, l'enregistrement des bruits, des sons, des conversations? Tout ce qui est analyse vidéo, c'est aussi une partie de ce qu'on fait. On fait du traitement automatique du langage. On va aussi travailler sur de l'extraction d'informations à partir de différentes formes textuelles. On peut aussi développer des outils d'aide à la décision en modélisant une connaissance ou des résultats de rétexte, de retour d'expérience, et par rapport à une situation donnée, quelles sont les situations du passé qui peuvent rappeler ou matcher avec ces... Et là, on n'est plus sur une IA symbolique. On ne manipule pas des données numériques, mais de la connaissance. C'est ça. Parce qu'il y a aussi la question de la surveillance des frontières. Aujourd'hui, bon, bien sûr, avec Schengen, les contrôles ont été levés, mais il y a quand même une observation qui existe. Est-ce qu'à terme, ça va encore se renforcer, ce filtrage? Alors, on a besoin quand même d'un contrôle minimum. Donc, moi, je suis expert scientifique. Ça, donc, après, ce qui va concerner les politiques publiques de renforcement de la sécurité ou de la surveillance aux frontières serait une question à poser plutôt à un représentant du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, quand on a bien vu avec les caméras que les forces de l'ordre utilisent, lorsqu'il y a des appels d'offres, ce ne sont pas les Français qui remportent malheureusement ces contrats. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a la technologie européenne, française, pour justement mettre au point ces produits? Est-ce qu'on ne risque pas demain de se tourner finalement vers la Chine pour les composants? Alors nous, ce qu'on va développer doit être applicable à tout type de caméra. Donc on est vraiment sur du logiciel, sur de l'IA. La partie matérielle, c'est une autre question qui n'intéresse pas notre projet pour le moment. Oui, mais alors la souveraineté, vous en faites quoi? C'est la souveraineté numérique et digitale, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'outils qui pourraient être fabriqués hors de l'UE, qu'on ne contrôlerait pas. Et aussi l'autre aspect, c'est développer notre industrie nationale. Lui, trouver des débouchés aussi en Europe ou ailleurs. On a 13 PME impliquées dans le projet. Et des start-up aussi, vous avez des start-up. On a essentiellement des start-up et des PME. On a seulement 2 grands industriels qui sont Thales et Engineering, qui est un peu le pendant de Thales en Italie. Mais sinon, c'est vraiment des start-up. Parce qu'il y a ce constat où
les forces n'ont pas forcément besoin de l'outil qui fait tout. Ils ont besoin, pour une fonctionnalité donnée, du meilleur outil possible pour un moment, par exemple, pouvoir reconnaître des logos ou des drapeaux ou des sigles pour identifier que Daesh a publié un article ou quelqu'un qui se prétend de Daesh, etc. Et ils ont besoin de cette fonctionnalité particulière. Et là, on va avoir la PME qui est experte dans ce domaine et qui va développer ça. Pas forcément l'outil qu'on va vendre comme... C'est le couteau suisse qui fait tout. Voilà. Oui, je pense par exemple dans des manifestations, être capable de reconnaître des sigles de Black Blocs, par exemple. Tout à fait. Des choses comme ça. Alors, l'armée est-elle concernée par vos travaux ? Donc ici, le financeur, c'est la Commission européenne. La Commission européenne est très claire à ce niveau-là. Il y a les appels à projets sécurité qu'on va appeler civils, donc qui correspondent plutôt au champ d'activité des ministères de l'Intérieur ou de la défense civile. Et puis, il y a des appels à projets plus axés défense. Mais ce qu'on appelle recherche duale, c'est-à-dire les applications qui peuvent trouver des solutions qui peuvent trouver des applications à la fois civiles et militaires, n'étaient pas très bien reconnues au départ. Et maintenant, il y a un changement de paradigme, ou plutôt on tend à favoriser ça. C'est-à-dire qu'évidemment, un développement militaire, s'il trouve des débouchés après pour des applications civiles, d'un point de vue économique aussi, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la recherche, pour l'instant, c'est le privé, sécurité privée publique, la sécurité, la police, la gendarmerie, mais ça peut éventuellement descendre plus loin vers l'armée, c'est ça. Après, par exemple, le ministère des Armées a aussi des priorités qui sont différentes du ministère de l'Intérieur. Mais des technologies qui pourraient être développées ici pourraient trouver des applications notamment militaires. pour le système de combat de l'avion du futur, je pense qu'il y aura sûrement des besoins. Alors, la cybersécurité, ça, on en parle beaucoup ici sur Agora News. Et là, merci d'être avec nous, puisqu'on décrypte l'évolution des moyens, des technologies du futur. Cette cybersécurité, aujourd'hui, comment on peut encore améliorer la lutte contre les malversations sur Internet ? Alors, la cybersécurité qui va nous intéresser, ça va être la cybersécurité des outils qu'on va développer, des infrastructures qui vont les héberger. C'est aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Et un point très important qui nous intéresse, c'est anticiper les futures menaces. Un exemple, un de mes collègues m'expliquait que des chercheurs identifiaient que certains malwares, dernièrement, ont été codés par des personnes n'ayant aucune compétence technique, mais avec ChatGPT. Ah oui, c'est ça. Maintenant, donc un malveillant, entre guillemets, peut coder des outils techniques sans avoir spécialement de compétences. Donc l'idée aussi, c'est d'anticiper à partir d'outils basés sur de l'IA qui vont aller explorer le darknet ou l'Internet plus accessible pour aussi, quels sont les mots-clés qui ressortent, quelles sont les discussions à ce niveau-là qui vont nous dire, tiens, on sent qu'une potentielle menace pourrait correspondre à ce type d'approche pour attaquer ce type d'outils. Parce que là, on parle aussi d'IA malveillante. C'est-à-dire que nous, on développe de l'IA pour la sécurité de nos citoyens, mais l'IA peut être aussi développée pour nous attaquer. Donc, identifier quelles sont les approches d'IA qui peuvent être, qui pourraient potentiellement dans le futur représenter des menaces. Oui, avec le développement du métavers, tout ce qui est avatar, enfin tout ce qui n'existe, qui est virtuel en fin de compte. Souvent, on a de la malversation, des bandits virtuels, si l'on peut dire. Alors, donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est on parle souvent donc de décryptage des images, mais comment peut-on faire pour ensuite qu'elles soient acceptées par la CNIL, par exemple, la Commission informatique et liberté? Parce qu'il y aura bien un moment où il y aura des interdits qui seront présentés face à vous. Alors déjà, un point qui est très important, pour nous, chercheurs comme opérationnels, plus les règles sont claires, bien définies, mieux on sait travailler. Parce qu'on a aussi besoin d'avoir un cadre législatif clair. Et au-delà de la CNIL, il y a aussi tout l'environnement législatif et réglementaire européen, et qui est actuellement en discussion avec ce qu'on appelle le AI Act. Donc on attend très impatiemment, parce que pour l'instant... C'est ça, c'est européen en fait. C'est européen. C'est plus seulement la CNIL française. C'est européen et qui s'appliquera à tous les... Parce qu'actuellement, la réglementation était plus axée sur les données, mais moins sur les outils basés sur l'IA. Et ce AI Act va définir quelque part ce qu'on a le droit ou pas de faire ce sera un acte avec de l'IA. C'est ça, une sorte de CNIL européenne. Et la France contribue aux négociations sur cet AI Act. Il y a aussi un volet dans Starlight, ce projet européen, de surveiller les infrastructures, aéroports, ferroviaires, routières.
et lieux pouvant accueillir du public. Et là, les stades, par exemple, est-ce qu'on sera prêt, par exemple, pour les Jeux Olympiques? Vous aurez déjà des premières solutions? On aura déjà des premières solutions. Après, la manière dont ça sera industrialisé et implémenté, ça va concerner nos partenaires industriels et étatiques, mais on aura des premières solutions répondant à des fonctionnalités très précises des forces de l'ordre. Dans la recherche, est-ce qu'il y a aussi la miniaturisation des caméras? Parce qu'aujourd'hui, les caméras, on les voit. Est-ce que demain, elles vont finalement finir par disparaître pour devenir des petits points minuscules, comme on les met aujourd'hui dans les téléphones mobiles? Ce qui fait qu'on serait surveillé sans le savoir. Alors, ça, c'est un point qu'il faudrait poser, une question qu'il faudrait poser à un juriste, mais je pense que la caméra soit miniature ou pas, si vous en installez une dans un lieu public, vous prévenez qu'une caméra... il faut quand même prévenir. Il faut quand même prévenir. Il faut qu'il l'annonce. Mais ça, ça sort de mon domaine de compétences. Je comprends. On va finir par deux questions. C'est l'importance pour les organisations françaises, publiques ou privées, de participer à des projets collaboratifs européens. C'est vraiment aujourd'hui vital pour notre industrie. C'est vital. Parce qu'il faut penser européen. Le président Macron, d'ailleurs, dans sa stratégie de défense nationale, a rappelé que notre souveraineté et notre autonomie passaient par une souveraineté européenne et une autonomie européenne. Deux points. D'une part, il y a beaucoup de financements disponibles pour la R&D en Europe, et il faut que la France aille capter ces financements aussi. Ils existent, mais on les utilise peu ou mal. Soit parce qu'on ne les connaît pas trop, soit parce qu'on n'ose pas y aller, mais par exemple, là, il y a des appels à projets européens pour des projets sécurité. Ça représente, c'est encore en négociation, mais de l'ordre de 170 millions d'euros. Disponible pour la France? Disponible pour l'Europe. Ah oui, c'est ça. Et la France, les organismes français doivent y aller, qu'ils soient privés ou publics, pour rentrer dans des consortiums européens et aller chercher ces financements de R&D qui permettent de dérisquer aussi, d'explorer des nouvelles solutions ou de développer directement des solutions sur des projets de 2 à 4 ans. Donc c'est aller capter ces financements. C'est aller capter ces financements et c'est aussi créer ces réseaux européens qui offrent des marchés à l'Europe et aussi aller identifier les solutions innovantes qui peuvent être développées ailleurs ou trouver les partenaires dans d'autres pays européens qui sont intéressés par nos solutions innovantes. On reste bien dans un cadre européen, on ne va pas déborder, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller demander demain de l'aide aux États-Unis ou à d'autres pays qui auraient une technologie, c'est clair, hein, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment cette idée d'autonomie, de souveraineté. Mais on pourrait vendre ensuite à l'étranger, aux autres pays hors Europe, ces technologies, ou est-ce que ça resterait vraiment notre petit secret de fabrication? Alors, c'est une très bonne question. Tout dépend, je pense, du champ applicatif. Bon, je donne un autre exemple. Des solutions qui peuvent être développées pour des forces de police pourraient potentiellement aussi avoir des retombées industrielles. Par exemple, une PME qui travaille avec nous, 22, pour répondre à des besoins des forces de sécurité, développe aussi des solutions industrielles pour, par exemple, détecter des départs de feu dans des hangars ou des dépôts. C'est des débouchés économiques pour elles qui sont incroyables et très intéressants. Et je ne vois pas ici de raison de restreindre l'application d'une brique technologique à un autre... Dans certains domaines, on pourra partager ce savoir. Je comprends bien. Merci beaucoup Nizar Toulemat, docteur Nizar Toulemat, donc du commissariat aux énergies alternatives et énergie atomique. Merci d'être venu sur A-News Sécurité. Restez avec nous.